Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. L'été approche, les jours s'allongent, les vacances s'organisent et vient alors une question cruciale. Quel livre glisser dans sa valise pour accompagner ce temps de détente, de repos et de dépaysement propice aux nouvelles découvertes ? Les libraires de Dialogue ne sont pas à court d'idées et dans l'épisode à suivre, vous pourrez écouter les recommandations de lecture de Laure, Rosen, Nicolas, Pauline et Anaïk. 4 romans, 2 bandes dessinées et 2 polars qui augurent d'un été rempli d'émotions fortes, de personnages inoubliables, de moments de réflexion sur notre société et de plages de lecture hors du temps. C'est parti ? Et pour commencer, Anaïk nous propose de plonger dans l'œuvre d'une reine du polar nordique. Pourquoi ne pas emporter la Suédoise Camilla Grebe dans vos bagages cet été ? Camilla Grebe fait partie des grandes autrices du roman policier nordique. Je souhaitais particulièrement mettre en avant ses 2 derniers romans, L'énigme de la Stuga, en livre de poche, et Les ténèbres de Mörkret, chez Kalman Levy, parce que les 2 enquêteurs sont les mêmes dans ces titres, dans ces intrigues, mais les ambiances sont radicalement différentes. En effet, L'énigme de la Stuga se passe en été, à la campagne. Le premier chapitre est très intriguant, parce qu'on a une femme qui s'appelle Like, dont la robe est couverte de sang et dont on suppose qu'elle a été agressée, qui se fait examiner par un médecin. Elle demande à parler à l'inspecteur Manfred Olsson. Ensuite, on fait un bond dans le passé, 8 ans plus tôt, et Like nous parle de sa vie, de son mari, qui est un écrivain très connu, jusqu'à ce qu'un drame ait lieu, et rien ne sera plus jamais pareil. Pourquoi Like demande-t-elle à parler à Manfred Olsson ? Parce qu'elle souhaite le confronter à ses erreurs de jugement pendant l'enquête, 8 ans auparavant. Ce livre est parfait pour les lecteurs de Joël Dicker, Camilla Läckberg, par exemple. Autre atmosphère dans sa nouveauté, Les ténèbres de Mörkret, puisque c'est l'hiver. Il fait nuit dès 15h en Suède. Manfred et Pirjo, les 2 personnages qui menaient l'enquête dans l'énigme de la Stuga, vont devoir enquêter sur le meurtre d'une adolescente dont le corps a été retrouvé en forêt. La forêt est un véritable personnage. Parallèlement à cela, Mira, 15 ans, recherche sa sœur, disparue il y a plusieurs mois et dont on est sans nouvelles. Y aurait-il un tueur en série dans la petite ville de Mörkret ? C'est immersif, les personnages sont très incarnés. On ne peut pas lâcher ces 2 romans de Camilla Grebe. Place au roman à présent, avec au programme une famille napolitaine haute en couleurs, 2 relations mère-fille émouvantes et une histoire d'amour adolescente qui marque toute une vie. Des conseils proposés dans l'ordre par Rosen, Laure et Pauline. Uva Spina aux éditions du Sous-sol de Monica Acito. C'est vraiment un roman que j'avais pas envie de finir parce que c'est un roman débordant à l'image de la ville où ça se passe. C'est un Naples que je situe à peu près dans les années 60. C'est une écriture charnelle, poétique et crue à la fois. On va suivre une famille. Alors dans cette famille, on a Graziella, qui était une très belle femme dans sa jeunesse, qui était pleureuse dans les enterrements et qui vient d'un quartier pauvre. On a le notaire, avec qui Graziella s'est mariée pour s'élever socialement, et leurs 2 enfants, Uva Spina et Minuccia, qui sont très proches. Uva Spina est un enfant très doux, qui se sent un peu à l'écart, un peu différent. Il est très proche de sa sœur, qui va se révéler au fil des années avoir un comportement assez insaisissable, ce qui fait que Uva Spina va la surnommer la folle toupie, parce que des fois, elle sort de ses gonds, elle a du mal à contenir ses émotions.
Donc une famille haute en couleurs, un roman avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais aussi de la cruauté. C'est un roman que j'ai trouvé très très intense, qui m'a vraiment pas laissée indifférente. On est vraiment dans un roman très débordant, plein d'images, plein de couleurs, plein d'odeurs et très incarné. Et je pense que la traduction de Laura Brignon y est pour quelque chose. Billy, c'est ainsi qu'on la surnomme. Elle est l'héroïne d'un premier roman, émouvant et gracieux, qui se nomme Paradise Garden, écrit par Helena Fischer et publié aux éditions Gallmeister. Billy a 14 ans et habite avec sa mère Marika dans une banlieue pauvre d'Allemagne. Ensemble, elles mènent une vie modeste, faite de débrouille et de malice. Une vie précaire, en somme, qu'elles surmontent grâce à leur fantaisie et leur complicité. La relation soudée qui émane de ce duo est pétillante et colorée. Nous prenons plaisir à s'immiscer dans leur quotidien, devenu leur paradis, leur Paradise Garden. Jusqu'au drame, un bête accident domestique faisant désormais de Billy une orpheline. « Ma mère est morte cet été », telle est la première phrase du roman. La tragédie nous est d'emblée annoncée, ce qui nous permet, nous lecteurs, de désamorcer le drame à venir. En fait, c'est Billy qui désamorce le drame, grâce à cette première phrase qui donne le ton au roman. Le ton candide d'une adolescente, pleine d'humour et d'énergie, deux qualités qui lui permettent de retenir ses sanglots et les nôtres. Billy nous embarque dans sa vie qu'elle transforme en aventure après la disparition de sa mère. Elle souhaite connaître la jeunesse cachée de celle-ci et retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Alors elle fugue et entame un road trip à travers l'Allemagne, un magnifique roman d'apprentissage qui met en scène une adolescente touchante, drôle et poète à ses heures perdues. Elle tient un carnet dans lequel elle écrit des phrases imaginatives et sensibles, et c'est d'une fraîcheur. Comme ces petites phrases que je vais vous citer. « Mourir de froid est une belle mort, on s'endort tout simplement ». Ou encore « Dieu est un vieil homme maigrichon et il n'a pas oublié mon anniversaire ». On adore Billy, c'est un personnage inoubliable et inspirant qu'on aimerait avoir comme ami. Sans que cela soit réfléchi, j'ai commencé, après avoir terminé Paradise Garden, Perle, un très beau premier roman anglais, publié aux éditions du Bruit du Monde et écrit par Sian Hughes. Le roman aborde également la question du deuil, à travers la voix d'une jeune fille, Marianne, notre narratrice, qui nous raconte comment elle a survécu à la perte soudaine de sa mère lorsqu'elle était âgée de 8 ans. Le ton est cette fois-ci plus mélancolique et intimiste. Le texte nous invite à côtoyer l'intériorité de Marianne, de son enfance à sa vie d'adulte. Elle nous confie les moments heureux de son enfance, puis les troubles de son adolescence. L'amour, autant que la colère qu'elle porte à sa famille, sa mère bien sûr, puis son père et son petit frère, eux-mêmes esseulés par la perte. Elle raconte la douleur de l'absence, le pouvoir de la transmission, la peur d'être à son tour envahie par une tristesse qui vous pousse à tout lâcher. En effet, au fil de la lecture, nous comprenons que la mer s'est laissée emporter par les eaux d'une rivière. Elle n'est jamais remontée à la surface, laissant en suspens des interrogations que notre héroïne tente, tout au long du roman, d'élucider avec une finesse qui nous touche et nous interpelle. Lorsque Marianne devient à son tour maman, un souffle nouveau et salvateur se présente à elle. La vie continue, et comme dans Paradise Garden, un goût de paradis s'instaure dans le souvenir, alors précieux et source de vie. Moi aussi, j'ai un fusible assez sensible. Je peux disjoncter de la réalité à l'invention en un clin d'œil. Une fois, le dentiste m'a fait prendre de la Novocaïne et j'ai eu l'impression que mes jambes poussaient jusqu'à devenir trop grandes dans la pièce et à dépasser dans la rue. Je suppose que c'est génétique. Je crois que ma mère avait le même problème. Parmi les causes susceptibles de faire sauter les plombs, on recense le manque de sommeil, la fièvre, la peur, le choc, les frayeurs violentes et le stress. Le manque de sommeil est la cause numéro 1. Et en ce mois de février-là, ma mère venait d'avoir un bébé. Difficile de faire mieux en matière de manque de sommeil. Chaque humain a un fusible susceptible de sauter. Il existe un seuil propre au cerveau de chacun au-delà duquel les informations que nous communiquent nos sens perdent toute fiabilité. Ce que nous voyons, entendons, goûtons et sentons n'a plus de lien avec la réalité
Le cerveau entre alors en surchauffe, inventant des explications toujours plus extravagantes aux informations étranges qui nous parviennent de tous côtés. Maintenant que je sais que nous avons tous un fusible, je me sens légèrement moins coupable de mon pétage de plomb. C'est le premier roman de Cécile Choulet qui s'appelle « Comme une lanterne sur les ruines », édité aux éditions du Penseur. C'est une lecture qui, pour ma part, j'ai encore du mal à m'en remettre. J'aurais aimé encore la prolonger, encore et encore. Mais bon, toutes les histoires ont une fin. De quoi ça parle ? On va suivre donc, la narratrice. Elle, c'est une collégienne. Elle s'ennuie, elle est plutôt introvertie, elle se sent invisible. Une ado, quoi. Et lui, il est plus âgé. Il vit dans la rue et il aime écrire des poèmes. Donc, vous l'aurez compris, c'est le début d'une histoire d'amour. Elle va tenter le tout pour le tout, elle va oser l'aborder. Ils vont se rencontrer, ils vont apprendre à se connaître et apprendre à aimer tous les deux avec beaucoup de pudeur. C'est une complicité qui va s'installer au fur et à mesure. Et nous, en tant que lecteurs, on s'immisce un petit peu dans cette relation qui est du coup plutôt atypique, car c'est une idylle clandestine. Elle sort la nuit pour le retrouver, car lui vit dehors. Ce qui va les rassembler, c'est leur amour commun pour Jacques Prévert. Donc ils vont beaucoup en parler. Lui, il aime beaucoup commenter les mots de Prévert dans la marge. Elle aime lire des passages à voix haute. Et ainsi, vont se créer des vrais moments privilégiés autour des mots, des vraies bulles de douceur qui sont remplies de beaucoup d'humanité et de tendresse. Même si parfois, c'est brutal, on se prend un peu une réalité de plein fouet. Très loin de vouloir nous faire la morale, ce récit intime interroge donc sur la marginalité, mais surtout sur les premiers sentiments amoureux qui marquent une vie. De nombreux instants poétiques parsèment le récit. Et elle dit, à un moment, je crois qu'on aime et qu'après seulement, on devient beau. C'est donc un très bel hommage à l'être aimé, le faire revivre encore un petit peu. Et c'est une lecture qui secoue et qui bouleverse profondément. Pour terminer, nous retrouvons Nicolas, qui a déniché 2 bandes dessinées qui rentrent parfaitement dans un sac de plage et qui, chacune à leur manière, amènent à de passionnantes réflexions sur notre société. Je vais vous présenter 2 petites BD pour embarquer dans ses bagages pour l'été. Je vais commencer par une BD publiée chez Sarbacane qui s'appelle Le jour du dépassement, dessinée et puis écrite par Owen Pommery, qui est un auteur américain. Il va être question là d'un récit de science-fiction. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces préoccupations qui reviennent de plus en plus dans les récits de science-fiction actuels, c'est à savoir l'idée des ressources, de ce qu'on en fait. On va suivre 2 femmes dans un vaisseau spatial qui essayent de récolter ce qui peut rester d'alcanite, qui est l'énergie principale dans ce monde qu'on développe là, voilà, et qui est une énergie qui est en voie de disparition. Ce qui fait que les navettes dans lesquelles elles se déplacent vont bientôt plus pouvoir fonctionner, et du coup les gens vont plus pouvoir passer d'une galaxie à une autre, comme c'est le cas avec cette fameuse énergie. Du coup vont bientôt se retrouver à rester dans la galaxie dans laquelle ils sont et plus pouvoir aller dans d'autres galaxies. Donc il y a ce côté, une exploration qui se termine. On est sur ce côté aussi, on le voit dans le récit, que dans ce récit-là, malgré ça et ce fait qu'on est en bout de course de quelque chose, il y a des gens qui sont aveugles à tout ça et qui continuent à fonctionner comme si de rien n'était, alors que c'est plus ou moins programmé, qu'on est sur la fin de cette énergie-là. Donc moi, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y a ce côté terriblement humain. On voit bien que ça résonne avec ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui sont sourds à ce qui peut se passer au niveau énergétique en ce moment. Et voilà, on est vraiment là-dedans, mais dans une projection sous fond de conquête spatiale. Et le dessin est faussement naïf, assez coloré. Ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien mené. C'est un auteur que je découvre avec cet album-là. Mais en tout cas, c'est un auteur qui mérite d'être découvert, je pense. Enfin, vraiment, c'est une des belles surprises de la quinzaine qui vient de passer. Là, ça vient tout juste de sortir, en fait. Petit format qui peut facilement se transporter
pour aller à la plage, par exemple. Enfin, voilà. Je vais vous proposer un deuxième titre qui m'a plu pour d'autres raisons, mais toujours ancré dans notre société actuelle. On est sur une BD qui n'était pas faite pour me plaire normalement sur le papier à première vue, donc c'est pour ça que je me dis on est sur une problématique autour des influenceuses. Au départ, moi, on me dit ça, j'y vais pas forcément. Ce qui m'a fait ouvrir cet album-là, c'est déjà la couverture qui est hyper bien réalisée. On est sur une jeune femme qui se maquille, mais vue en très gros plan et avec des couleurs assez acidulées. Il y a ça d'un côté qui m'a attiré, et aussi l'autrice que j'avais découvert déjà lors de son précédent album qui s'appelait Astra Nova. C'était question d'idées de conquête spatiale, mais avec une thématique autour de l'amitié. Et là, on va être toujours sur des problématiques sociales. On est plus sur l'idée du paraître, en fait, parce qu'on est sur une influenceuse qui donne des conseils maquillage, en fait. C'est monté comme un petit thriller psychologique sous fond de réseaux sociaux et du monde des influenceurs. En fait, on va voir qu'elle fait partie d'un ensemble plus fort que juste se montrer devant une vidéo. C'est une femme sandwich quasiment, puisque toutes les marques de cosmétiques vont lui amener les choses pour qu'elle fasse la promo de ces produits-là. Et elle est rapidement dépassée par tout ça, en fait, et elle va être forcément en proie à des gens qui sont fans de ce qu'elle fait, bien sûr, mais aussi à des détracteurs, des gens qui vont la poursuivre dans la rue. Enfin, donc, c'est un peu l'envers du décor. On se dit, l'influenceuse, c'est la belle ville, elle est chez elle et tout ça. Mais en fait, justement, il y a cette idée d'enfermement un peu, parce qu'elle reste souvent chez elle. Et puis, il y a toute cette idée du paraître, enfin, qui voilà. Ça m'a beaucoup fait penser, moi, aux films de Palma, des choses comme ça. On est dans des ambiances un peu thriller, parce qu'il y a un homme insistant qui va être là presque tous les jours au pied de chez elle, donc ça, qui rajoute une sorte d'angoisse, tout ça. Et tout ça contrebalancé par des couleurs très... elle utilise une sorte de feutre avec une encre un peu particulière. Ça donne un côté très acidulé au truc. Donc on a l'impression dans peut-être presque un monde de bisounours, si on peut dire. Et puis en fait, ça contrebalance avec le propos qui est plutôt enfin moi j'ai trouvé très intelligent. C'était très bien fait, très bien raconté. Une belle découverte. Je vous conseille de découvrir cette autrice au travers de cet album-là, ou celui dont je vous parlais juste avant aussi, Astra Nova, qui était très chouette. Ça s'appelle Sanglier. C'est publié chez l'Employé du Mois, qui est un petit éditeur et tout, qui vient de fêter ses 25 ans il n'y a pas longtemps. Donc voilà, l'occasion c'est de découvrir des petites maisons d'édition moins connues. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et dans un format qui tient dans un sac de plage sans problème. Parfait pour l'été. C'est la fin de ce premier épisode de notre podcast consacré aux lectures d'été. Un grand merci à Pauline, Anaïk, Nicolas, Rosen et Laure pour leurs conseils qui, nous l'espérons, vous auront donné envie de tout lire. Comme habituellement, je place les références des livres présentés en description de cet épisode. Vous pourrez ainsi les retrouver et les commander aisément sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et ils sont bien sûr aussi disponibles à la librairie, où nous sommes toujours heureux de vous accueillir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un deuxième épisode avec de nouveaux conseils pour l'été. Des romans, des polars, de la fantaisie et même de la romance. À très vite et belle lecture d'ici là.